Il y a 114 000 personnes qui nous suivent. Ah oui, c'est en direct là? Oui. Ah oui. D'accord. Ah, alors là, j'espère que on va assurer. Il y a 114 000 personnes qui nous suivent. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai. Ok. Merci à tous ceux qui nous suivent de là où vous êtes. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahim Boel Diallo, Kassa Diallo, qui vient de publier un livre vraiment magnifique que je conseille déjà à tout le monde d'aller chercher chez l'Harmattan Paris. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres parce que monsieur, c'est un grand homme. Le titre du livre, c'est Parcours d'un orphelin du Fouta Jalon à Paris. Donc, monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Ba. Merci d'avoir répondu à notre appel favorablement. Nous avons jugé nécessaire, parce qu'on se retrouve, toi et moi, je me permets de absolument, absolument, parce que entre frères. Voilà. Entre frères, et puis avant tout aussi, tu es mon esclave. Entre les Diallo et les Ba, c'est les Ba qui sont les maîtres. Donc, après l'émission, je te dirai comment sont les Ba. Voilà. Donc, mis à part, on s'est rencontrés autour des valeurs humaines. Tout à fait. Au sein de l'association Parole d'hommes et de femmes, créée par M. Frédéric Pro, que nous saluons du passage. Tout à fait. Donc, vous parcourez avec lui des centaines de kilomètres chaque année. Dans toute la France. Dans toute la France, pour aller témoigner de votre parcours si riche devant des élèves, souvent nos enfants qui ont traversé la mer et autres, pour les encourager à ne pas baisser les bras, comme quoi il n'y a pas de fatalisme. Merci beaucoup pour ce travail gigantesque que tu mènes aux côtés de Frédéric Pro. Et je salue de passer tous les témoins des paroles d'hommes et de femmes, les Margaret, on ne peut pas citer tout le monde. Absolument. Mais c'est un travail vraiment à saluer. Absolument. La semaine dernière, il y a 2 semaines de ça, j'étais avec lui à l'Essonne, devant des primo-arrivants, et puis qui étaient vraiment contents de me recevoir, et d'apprendre de moi le peu que je connais. Mais moi, à côté de M. Diallo, je suis un tout petit. D'accord. Déjà, rien quand même. Dans le livre, il y a pas mal de passages. Vous perdez très très tôt. Quand vous perdez très très tôt votre père en Guinée, en Guinée-Conakry. Donc, au Fouta Jalon, plus précisément, dans la région administrative de la baie, les bras, vous n'êtes pas tombé dans le fatalisme. Et vous apprenez un métier qui est le métier de tailleur. Donc, grâce à vous, nos mamans, nos sœurs s'habillent élégamment. Et voilà. Donc, le livre, vous êtes né d'abord en 1942. Et de là-bas, vous êtes vraiment battu. Je pense que vous avez parcouru des milliers, vous avez connu beaucoup de pays sous-africains, de l'Afrique de l'Ouest d'abord, avant de rejoindre en France. Comment ça s'est passé tout ça? De la perte du papa déjà, et à l'apprentissage des métiers, et puis au voyage. Très bien. Alors, comme vous l'avez dit à l'introduction, nous remercions tous les dieux de nous avoir mis sur la route de l'association Parole d'hommes et de femmes, créée par Frédéric Pro, avec son équipe, notamment Florence Brett, et son équipe qui sont vraiment des gens formidables, et qui met tout en œuvre, tout en œuvre pour aider, surtout les jeunes immigrants venant des pays pauvres comme chez nous, de l'Afrique un peu partout. Comme toi, tu as eu toi aussi la chance d'intervenir auprès de ces jeunes-là. Je pense que
ça, il faut le vivre pour le sentir, pour savoir vraiment ce que ça fait. Quand tu te trouves face à des jeunes, parfois des jeunes adolescents, et qui ont bravé tous les dangers, passé par la mer au risque péril de leur vie, pour sortir de cette misère, de cette pauvreté, de voir arriver ici, c'est vraiment émouvant. Tout à fait. C'est très très émouvant. Moi, la dernière fois, on a été à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Ce que j'ai vu... qui est dirigé par les gens de la droite. Non, tu sais, là-dedans, qu'il soit de droite ou de gauche, ce que je vois, c'est le sentiment humain, le travail qu'ils font humainement pour aider les gens là. Je ne pense pas que le proviseur qui est venu nous chercher, nous accueillir à la gare pour nous amener dans ce lycée, pour le simple fait de l'avoir écouté, d'avoir observé, d'avoir vu comment il travaille, et le sentiment avec lequel il prend son travail pour aider ces gens-là, je ne pense pas que ce soit une idéologie de droite. Je ne critique pas les idéologies. C'est basé sur des valeurs humaines. Quoi. Voilà, c'est vraiment la valeur humaine et tout ça. Bon, donc c'est juste une parenthèse pour vraiment féliciter ces gens-là, et exprimer mon bonheur de faire partie de cette œuvre-là gigantesque et vraiment humaine et honorable. Alors sinon, pour parler de moi, comme tu l'as dit, je suis né en 1942, plus précisément le 16 novembre 1942, puisque mon père était chef de Missidé. Sinon, à mon âge, à cette époque, on ne pouvait pas avoir une date précise de naissance. C'était vert. Mais bon, quand on était ici d'une famille, bon, il fallait déclarer, parce qu'ils avaient directement des responsabilités. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais mon père, comme tu l'as dit, non, quand tu liras le livre, tu verras. Je ne l'ai pas connu. Il est décédé alors que j'avais 2 ans. Ah, d'accord. J'avais 2 ans. J'ai perdu mon père à l'âge de 2 ans. Ah oui. Ce qui fait que j'ai... Paix à son âme et à tous ceux qui nous ont précédés. Ah, merci beaucoup. Merci, Allahumma amin, ya Rabbi. Donc, moi, j'ai grandi avec ma mère. C'est elle qui m'a élevé. Et vraiment, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer parce que je peux te dire que c'est une chance d'avoir été élevé par cette femme. Parce qu'elle avait vraiment le don de savoir communiquer ses valeurs à un enfant sans violence, sans haine, avec une douceur que tu ne peux pas imaginer. Jamais, contrairement à la tradition africaine, comme tu sais, que surtout dans notre génération à nous, être un bon père suffisait de corriger les enfants, de fouetter. D'enseigner le Coran ou le corriger à la maison, il fallait taper dessus. Ma mère, elle ne l'a jamais fait. Et pourtant, elle arrivait à me faire pleurer sans qu'elle se rende compte. Ce qu'elle utilisait, je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait peut-être cerné ma personnalité, ou c'est aussi dans sa nature. Quand je faisais comme tout enfant de bêtises, elle se contentait de m'amener, de me dire, ah ça, ce que tu as fait là, c'est vraiment honteux. C'est honteux, c'est indigne de ton père. Il me disait que cela est indigne de ton père. Alors, ce mot-là, tellement qu'elle a idéalisé mon père, que c'était un homme formidable, tout ce qui était bien, intelligent, droit, c'était mon père, tout ce qui était faux, paresseux ou tout ce qui est néfaste n'était pas de mon père. Donc, quand elle me disait que j'étais indigne de mon père, ça me faisait mal. Je te jure, je me cassais. Peut-être, je ne crois pas qu'elle l'ait su. Jusqu'à sa mort, je me cassais pour aller pleurer. Je m'en voulais tellement que ça,
la faute pour laquelle elle m'a dit que j'étais indigne de mon père, je ne le répétais jamais. Mais comme tout enfant, bon, ça, tu sais que tu ne le fais pas, mais tu es tenté à faire autre chose. Je refaisais encore d'autres bêtises, mais pas la bêtise pour laquelle elle m'a dit que j'étais indigne de mon père. Donc, voilà ce qui fait que elle m'a appris ce que c'est que la dignité. Hein? Et elle avait des termes à elle, tu le verras quand tu liras le livre, qui consistait à t'encourager sans en avoir l'air. Parce que quand je revenais de l'école coranique, ou même qu'elle m'envoyait faire quelque chose et que je revenais lui dire que non, c'est trop difficile, on ne peut pas le faire, parce qu'à chaque fois que je revenais de l'école coranique, elle me demandait, elle prenait ma planche, elle voyait sur quelle sourate j'étais, et elle me demandait, est-ce que tu l'as récité? Bon, si j'avais réussi à le réciter, j'étais fier, je disais oui, et puis je récitais. Mais il arrivait à des moments où j'étais calé, je n'arrivais pas. Je lui dis, ah non, maman... Donc vous n'avez pas été à l'école française, mais l'école coranique? Oui, j'y arrive, j'y arrive. Alors, quand je lui disais que c'était trop difficile, que je ne peux pas y arriver à réciter celle-là, il me disait, alors ça aussi c'est honteux, ça aussi c'est indigne. Ça aussi c'est indigne. Les mots font plus mal que les fouilles finalement. Il me disait, dans la vie, les choses les plus difficiles sont plus rentables. Les choses les plus faciles n'ont pas d'intérêt. C'est à la portée de tout le monde. La différence se fait face aux difficultés. Alors, ça, c'est resté dans ma tête. J'ai vécu avec ça. Et jusqu'à ces jours, je peux te dire que quand il m'arrive, quand je me retrouve face à des difficultés, je pense encore à ma mère. Ah, ça, plus c'est difficile, plus c'est rentable. Donc, ça, je redouble du courage. D'accord. Bon, alors, bref, puisque peut-être le temps est limité, si quand je commence à parler de ma mère, je ne m'arrête pas, on va peut-être arriver à la question que tu as posée. Moi, je n'ai pas été envoyé à l'école française. J'ai fait l'école coranique. Mais j'avais le fils de ma grande sœur aînée, l'aîné de ma mère, qui peut pratiquement être ma mère, parce que son aîné à elle n'a qu'un an de moins que moi. Donc lui, son père l'avait envoyé à l'école. Et c'est lui seul, de toute façon, de ma génération. On pouvait compter, de ceux que je connais, il n'y avait que lui qui avait été envoyé à l'école. D'accord. Alors lui, quand il venait passer les vacances chez nous, c'est ma mère avec nous, au lieu d'aller jouer avec lui ou de le laisser jouer et tout ça, j'exigeais en tant qu'oncle, tu sais, même si on a le même âge et tout ça, mais comme je suis son oncle, il me doit du respect. J'exigeais à ce qu'il m'apprenne ce qu'il a appris à l'école. Donc c'est avec lui que j'ai appris l'alphabet français et les chiffres, j'ai su compter, j'ai su former, enfin, l'alphabet, les syllabes. C'est avec lui. C'est avec lui. Vraiment un vrai autodidacte. Non, je te dis, je n'ai jamais été à l'école. Bon, alors bref, après quand ma mère elle est décédée en 1956, en janvier 1956, j'avais donc 13 ans, quelques mois et tout ça, quand elle est décédée. Mon frère, l'aîné des garçons, chez ma mère, c'est-à-dire celui qui vient après l'aîné qui est la femme, la mère de mon neveu, lui, il était infirmier d'État. C'est lui qui tenait à l'époque le dispensaire de l'île de Gorée. Je ne sais pas si vous avez connu l'île de Gorée, le dispensaire à l'époque, c'est lui qui était là. Donc, après, en avril 1956, il a pris une permission, il est venu au village, il est venu en Guinée pour les condoléances de notre maman. Il n'a fait pour tout et en tout que 10 jours. Tout ça, c'était sous la colonisation, en pleine campagne pour le Nord. 56, pour le Nord. Ça, on y arrivera. J'ai hâte d'y arriver. Oui, mais alors là, il te faut une journée, parce que là, quand tu commences. Bon, bref, alors quand il est venu, avant de partir, parce que chez ma mère, on était 7 qui ont vécu.
Elle avait eu des jumeaux qui n'avaient pas vécu, mais ceux qui ont vécu, il y avait 4 hommes et 3 femmes. 3 filles et 4 garçons. Donc mes 3 grandes sœurs, puisque moi je suis le dernier, c'est mes 2 parents. C'est ma mère, c'est mon père, je suis le dernier. Mes 3 grandes sœurs se sont réunies et ils ont dit à mon frère qu'ils ne pouvaient pas me laisser là, au village, qu'il fallait qu'il m'amène avec lui. Je ne pouvais, il n'y avait que lui qui devait me prendre en charge. D'accord, d'accord. Donc il a obéi. Donc en partant, je suis parti avec lui. Au Sénégal? Oui, à Dakar, parce qu'il servait à l'époque, c'est l'époque coloniale. La capitale de l'AOF était transférée à Dakar. Après c'est lui et tout ça. Quoi. Donc je suis parti avec lui. Le parcours est très intéressant, mais comme notre temps est limité, on va sauter là-dessus parce qu'il y a quand même des choses un peu marrantes. Bon, on a appris, tu sais, à l'époque, le transport entre la Guinée et le Sénégal était assuré par les camions. C'était des camions qui transportaient à la fois les marchandises et les personnes. Ils chargeaient le grand camion, c'est le D45 et le D46. À l'époque, c'est ce qui roulait. D'accord, d'accord. Donc nous, de mon village à Bohel Kassa, pour aller là où on pouvait rattraper le camion là, c'est à Popodra, dans la baie. Il fallait qu'on marche 40 et quelques kilomètres à pied, 40 et quelques kilomètres à pied, pour arriver là-bas. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé à Popodra, on a attendu là le camion et puis on s'est embarqué. Bon, je te passe toutes les péripéties, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'arrivé à Kaolack en pleine nuit, pour la première fois, j'ai vu l'éclairage public. Ah ouais. J'ai vu l'éclairage public. Avec Sinon, beaucoup d'étonnement. Avec beaucoup d'étonnement. J'y viens. C'était la première fois, parce que sinon, qu'est-ce que je connaissais? C'est la lampe tempête, ou alors le feu de bois dans la case et tout ça, c'est ce que je connais. Là, j'arrive, toute la ville est éclairée. Notamment le camion, le chauffeur, il est rentré dans une station essence qui était très, très éclairée. C'était BP d'ailleurs. On arrive, je regarde là-haut, je vois 2 lettres côte à côte. BP. Je dis, mais ils sont fous. Pourquoi ils marquent BP? Ma sœur là, beaucoup, tu as compris ou pas? BP, tu sais ce que c'est? British Petroleum. Non. Alors, BP signifie en poulard, notre poulard, caca. Ça signifie caca. BP, ça signifie caca. Donc, j'étais étonné, j'ai dit à mon frère, mais pourquoi ils ont écrit BP? Mon frère, ça l'a tellement fait rire, il s'est éclaté de rire, il dit, mais non, ce n'est pas BP. Lis les lettres séparément, B et P. D'accord? J'ai dit, non, il faut qu'on c'est BP. Je te jure, toute la vie, mon frère s'est moqué de moi. Dès qu'il va à BP, il dit, c'est pas BP, c'est BP. Bon, alors, bref, on est arrivé à l'île de Gorée. Alors, j'avais un autre grand frère, c'est lui qui est juste avant moi, qui était aussi à Dakar. Mais lui, il n'avait pas fait l'école comme moi, il vivotait là-bas, quoi. Alors, quand il est venu nous voir à l'île de Gorée, il m'a dit, surtout toi, ne fais pas comme moi. Apprends un métier. Ne fais surtout pas comme moi. Parce que lui, il regrettait beaucoup d'être là et de traîner et ne pas avoir un métier. J'ai dit d'accord, il me proposait d'apprendre la mécanique automobile. C'est ce que lui, il suggérait. Mais moi, j'avais 3 préoccupations qui me tenaient. Parce qu'avant le décès de ma mère, on avait fixé la date de la circoncision de notre groupe. Mais le décès de ma mère a fait annuler
de mon côté, pour moi. Hein, mes autres camarades, mais comme moi, ma mère était décédée, pour moi, on a reporté. Donc, j'ai demandé à mon frère qu'à chaque fois, je le harcelais pour qu'il essaie de me faire cette opération-là. Parce que j'étais complexé là. Je disais, tous mes camarades l'étaient, et moi non. Donc, ça a provoqué, bon, bref. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Donc, ça, il l'a fait. Il me l'a fait. Donc, ça, cette préoccupation était classée. En attendant, j'avais une de mes grandes sœurs qui vivait à Dakar avec son mari. Donc, le week-end, le samedi et dimanche, j'allais là-bas. Donc, et à l'île de Gorée, dans le milieu de mon frère, je voyais toujours les gens en costume, 3 pièces, cravatés, très, très élégants. J'ai aimé le style. J'ai aimé le style. Alors, parce que moi, je ne connaissais que les pantalons Tchaya et les boubous et les sabadors. C'est tout ce que j'avais l'habitude de voir. Là, je vois des gens cravatés, costumes et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Donc, mon goût pour la couture est né de ça. D'accord. C'est pour ça que je le raconte. D'accord. Mon goût pour la couture est né de ça. Oui. Alors, j'ai dit à mon frère, tout de suite après, j'ai dit, tu sais, moi, j'aimerais bien que tu m'aides à continuer à apprendre à lire le français, à savoir lire et écrire. Et puis, je voudrais apprendre à faire des costumes, comme vous. Donc, là, il n'était pas content. Il dit, non, les études, d'accord. Je vais voir comment on va faire pour que tu puisses réellement t'instruire, ça le tenait. Je dis, oui, je suis d'accord. Mais tu ne vas pas faire la couture. Si réellement tu es intelligent, si tu te machines et tout ça, bon, tu pourras faire mon métier ou quelque chose d'autre. J'ai dit, écoute, tu es mon grand frère, je suis à ta charge et tout ça, mais tu n'es pas mon père. C'est osé quand même. Les droits de naissance. J'ai toujours dit comme ça. J'ai dit, c'est que j'ai envie de faire, si tu veux m'aider, tu m'aides à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, à l'époque, vous avez quel âge 13 ans 13 ans et demi en ce moment-là. Mais très autonome dans la tête. Ça a été, je te dis, je crois que tout ça est dû à la formation de ma mère. Parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Si on refait une émission, on rentrerait peut-être dans des détails. On rentrera dans certains détails qui ont pour moi réellement un sens très très profond. Bon, bref, on en parlera. Mais c'est elle qui a façonné mon esprit. C'est-à-dire, très très jeune, je suis devenu responsable et réfléchi. Tu comprends? Parce que le jour de son décès, justement, comme tu le verras dans le livre, puisque j'observais tout ça, au vivant de ma mère, j'étais le centre d'intérêt, comme je suis le dernier. J'étais le centre d'intérêt de tout le monde. Donc, tous ceux qui la connaissaient, ne connaissaient, savaient que pour faire plaisir à ma mère, qu'il fallait s'occuper de moi, quoi, me parler, et puis m'amener tout ça, me dorloter. Donc, il ne fallait surtout pas. Le dernier, c'est toujours chuchoté. C'était le centre d'intérêt. C'était le centre d'intérêt de tout le monde quand il y avait des gens et tout. Mais ce jour-là, quand il y a un décès comme ça, les gens, ça vient de partout. Le village était rempli de monde qui venait pour le décès de ma mère. Moi, le plus petit, j'étais dans mon coin là-bas. Personne ne me regardait. Personne ne s'occupait de moi. Je me suis dit, au fond de moi-même, j'ai dit, alors là, c'est la preuve que réellement que les choses vont changer. Les choses ne seront plus comme avant. Ce qu'elles étaient. Donc, à partir de maintenant, je ne peux compter que sur moi. J'ai pris cette conscience et je te jure, jusqu'à présent, à l'âge de 13 ans, je n'arrive pas à m'expliquer l'analyse et le raisonnement que j'ai eu ce jour-là. Parce que c'est là réellement que j'ai compris. J'ai compris réellement qu'il fallait que je me prenne en charge moi-même. Que ma vie ne sera que ce que moi j'enverrai. Je n'ai plus quelqu'un pour me protéger. Tu as décidé d'être le boulanger de ta propre vie. Exactement. L'artisan de ma propre vie. Ça, donc, c'est vraiment... À 13 ans. À 13 ans. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puisque ma maman, avant de partir,
que Dieu ait pitié sur son âme, elle était tombée malade pratiquement 2 ans. Hein? Donc, vers la fin, elle était devenue pratiquement dépendante. Donc, j'étais toujours avec elle. Ce qui a fait augmenter la proximité entre elle et moi, hein, puisqu'elle me parlait beaucoup. Hein, il n'y avait que nous, elle me parlait beaucoup. Mais tout ça, dans ces détails, comme le temps est limité, je pense qu'on va le reporter pour la prochaine fois. Bon, je pense que le livre est toute une série d'émissions. Mais je recommande vivement à tout le monde d'aller chercher ce livre à l'Harmattan. Et c'est téléchargeable également. Le livre, c'est un parcours d'un orphelin du Fouta Djallon à Paris. Donc, c'est la série d'une émission. C'est la première d'une série d'émissions autour de la vie d'Ibrahim Bouelba. Non, je ne suis pas d'accord. Mais là, je ne suis pas d'accord. Je te rebaptise Ba. C'est l'inverse qu'on va faire. Donc, le livre est le parcours d'un orphelin de Fouta à Paris. Donc, c'est la vie d'Ibrahim Bouel Diallo. Oui, tout à fait. Donc, le baptême pour devenir Ba, on les repousse. D'accord. Et je vais faire juste compléter une chose et tout ça. Là-dedans, ce n'est pas un travail vraiment intellectuel. Hein. On ne peut pas dire que c'est fort intéressant parce qu'il y a des... Mais ça a le mérite d'être vrai. Et là, je parlais de ma vie depuis aussi, je suis remonté aussi loin que j'ai commencé à me souvenir. Tu sais, hein, le cerveau humain, vraiment, c'est quelque chose de parfait. Franchement, quand tu ouvres des tiroirs, il y a des choses, parfois toi-même tu es étonné de les voir ressortir. Tout à fait. Hein, tu comprends? Tout à fait. Alors, non seulement j'ai parlé de tout ça, de ma vie avec ma mère, de mon enfance et tout ça, mais j'ai également parlé de ma vie à Dakar, de ma vie à Conakry, de ma vie désillusions de la révolution, surtout, tout ça. Exactement. Voilà. Mon histoire rejoint un peu l'histoire de la Guinée. Hein? Beaucoup de Guinéens croyaient que il y a des choses, puisque j'ai vécu l'injustice de la colonisation. J'ai abordé un peu le sujet là-dedans. Parce que moi, la révolution m'a pris dans les tripes à cause des injustices que j'ai vues, que je n'ai pas subies, puisque j'étais d'une famille de sous-chefs. Donc, moi, je ne pouvais pas être victime, mais des copains à moi, des amis, les parents de mes camarades et tout ça, j'ai vu des injustices réellement qui m'ont marqué, qui m'ont traumatisé. Donc, ce qui fait que qu'en 1955, plus précisément, j'ai commencé à m'intéresser quand le parti, le PDG de Sékou Touré a commencé à faire campagne, à parler du PDG RDA, le Rassemblement démocratique africain et tout ça, et que dans son programme, il voulait l'indépendance totale, c'est-à-dire renvoyer les colonisateurs chez eux, et abolir, supprimer la chefferie. Pour moi, c'est deux choses qui symbolisaient l'injustice. Le chefferie de l'époque et le blanc. Ça, je ne sais pas si tu veux que je te raconte une anecdote là maintenant. Oui, allez-y. Ça serait un avant-goût pour la prochaine émission. Parce que ça, je te dis que je le vis encore. Au fond de mon cœur, j'en souffre encore. Parce qu'un jour, je devais avoir certainement dans les 5 ans. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est que c'est longtemps après qu'on m'a fait l'initiation coranique. Tu sais, l'initiation au Coran se fait à l'âge de 7 ans. Oui, tout à fait. À l'âge de 7 ans. Donc, c'est longtemps après qu'on m'a initié au Coran. Ce qui fait que moi, j'arrondis à l'âge de 5 ans que j'ai vécu cet événement-là, dont je vais te parler.
j'ai vu, puisque moi, contrairement à d'autres enfants, je pouvais approcher le milieu des adultes sans que quelqu'un me refoule. Je pouvais m'approcher dans le milieu et tout ça. J'ai vu le père d'un de mes camarades couché sur le ventre, tenu par les jambes et les bras, et quelqu'un en train de le fouetter sur le dos. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Alors, je te dis que ça m'a tellement... Un chef de famille. Ça m'a tellement... Son fils, un de ses enfants, était mon camarade d'âge. On jouait ensemble, on était tout le temps ensemble. Tu sais, les enfants, cette barrière de classe et tout ça, il n'y a pas... il était d'une caste d'esclaves qu'on appelait à l'époque. Mais il faisait partie de mes meilleurs amis. Il faisait partie de mes meilleurs amis. Nous, ça, c'est pour les grandes personnes. Pour moi, c'était mon ami. Alors, quand j'ai vu ça, c'est que j'ai ressenti vraiment comme douleur. J'ai couru, je suis allé voir ma mère en pleurant. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi on est en train de fouetter le père de mon camarade? Quelqu'un en pleurant de saut d'armes, avec sa douceur naturelle, il s'est mis à me caresser, calme-toi, calme-toi. Tu sais, les choses, ça se passe comme ça. Il dit que c'est peut-être certainement parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Alors, il y a les impôts que les Blancs demandent au chef des cantons de tout faire pour que chacun paye ses impôts. Celui qui ne paye pas, c'est comme ça qu'on le punit. Donc, alors, tu vois, c'est-à-dire la naissance de ma haine, contre les chefs, bien que... Et les chefs des cantons étaient des Noirs, quand même, des Guinéens, des Maliens... Bien sûr. Les Blancs qui envoyaient très rarement. Il n'y avait que le commandant de cercle qui était blanc. Et peut-être quelques policiers, quelques gendarmes de la sécurité les plus proches du commandant. Sinon, ils n'étaient pas nombreux, hein, c'est très très peu. Tout ça, c'est les chefs. Bon, c'est-à-dire, c'est pour ça que je te dis que à l'époque, dans la tête de l'enfant que j'étais, le chef et les Blancs, c'était l'incarnation du mal. Alors quand j'ai entendu dire qu'il fallait renvoyer les Blancs et abolir les chefferies, supprimer, il n'y aura pas de chefs comme le chef de canton et tout ça, je me suis engagé de corps et âme. Ça m'a pris dans le type. J'ai dit que ça, c'est un combat pour moi. C'est vraiment un combat. Je peux te dire que j'ai milité dans la JRDA, la CNS, le Rassemblement démocratique africain. À l'époque, il ne fallait pas parler du mal de Sékou Touré. C'était la révolution. Sinon, on aurait été capable de te tuer si tu voulais empêcher ça. Parce que, pour moi, c'est le symbole de la justice. C'est la justice contre le mal. C'est lui qui venait mettre fin à l'injustice. À l'injustice que l'enfant a connue. Donc, ça, je voulais garder ça pour plus tard, mais il y a des anecdotes comme ça. Réellement, je suis heureux d'avoir publié ça. Non, ça en vaut la peine. Mais c'est surtout laisser... Donc ça, c'est en photo de couverture, c'est ma grande sœur. C'est l'une de mes grandes sœurs, la plus jeune des femmes. Elles sont 3. J'ai mis mon téléphone. Est-ce que c'est pas ton nom? Oui. Bien, Bon, je rappellerai après. Voilà. Bon. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai tenu de raconter ces passages-là. C'est à toi de voir à quel moment on doit arrêter. D'accord, donc je vois qu'il y a le docteur Tchornoba qui a préfacé aussi. Que j'ai connu, qui fait partie des témoins aussi. C'est lui qui m'a introduit là-dedans. C'est le docteur Bacherno qui m'a introduit. J'ai fait plusieurs choses, témoignages avec lui. On était en Vendée ensemble pour le festival que Frédéric tient tous les 2 ans. Un type formidable. Un type formidable. Voilà. Quand tu liras, tu verras ce que j'ai dit de lui. Et ce que lui, il a dit de moi aussi. Surtout, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai compris, ça fait des années, depuis 1990, quand il est rentré de la Côte d'Ivoire,
j'ai travaillé étroitement, j'ai vu étroitement avec lui, c'est-à-dire pour tout qui est dans la communauté guinéenne, parce qu'il s'est battu toute sa vie pour la politique, hein, combattre les exagérations, les crimes de Sékou Touré et tout ça, mais aussi pour unir notre communauté. Bon, j'en ai parlé là-dedans, mais surtout j'ai vu que il a cerné ma personnalité. Quand je lui ai demandé de préfacer mon livre, ce qu'il a dit là-dedans, tout est stricte vérité. C'est la vérité, mais c'est de l'avoir senti et exprimé comme il l'a fait, vraiment, ça m'a étonné. Ouais, bon, parce que j'ai senti un peu ça, parce que lui et moi, on a beaucoup parlé souvent de Sékou Touré, lui, son désamour envers Sékou. Bon, nous sommes d'une génération où les Sékou nous ont été vendus comme les leaders panafricains exemplaires. Voilà. Mais quand on parle de dictature intérieure de la Guinée et autres, là, il y a au point de... Bon, non, là, par la suite, on a fait des recherches nous-mêmes et puis on a compris certaines choses. Comme gouverner, c'est pas du tout facile. Donc, voilà. Non, mais votre point de vue, on en discutera dans la prochaine émission. C'est important, je te le dirai. Je t'en parlerai. Parce qu'il faut que les générations que nous sommes, nous sommes peut-être 2 ou 3 générations en dessous de vous. Donc, nous sommes suivis aussi par des jeunes frères. Et puis, il est très important qu'une partie de l'histoire africaine soit connue. Je peux te dire que c'est important que ceux qui l'ont vécu le racontent. Hein? Parce que ce qu'on lit dans les livres, parce que dans n'importe quel livre, ce qu'on lit dans les livres, chacun écrit l'histoire à sa façon. Et ce qu'on vit, c'est différent. Tu comprends? Moi, je n'étais pas un intellectuel, je te dis que j'ai embrassé la révolution jusqu'aux années 71, hein? Vraiment, je lui trouvais toujours des excuses, mais on en parlera. C'est très intéressant. Je peux te le dire. Hein? Quand tu as vécu les choses dans sa réalité, tu le vois différemment que ce qu'ils entendent dans les zones de la radio ou dans des bouquins et tout ça. Tu verras. Lis-le et tu verras. D'ici, on se donne un rendez-vous dans 2 semaines. D'accord. C'est moi qui me déplacerai. C'est formidable. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, vraiment. Merci, M. Diallo, d'avoir honoré notre invitation. Et à très, très bientôt. Merci Abdoulaye. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à ces gentilles dames. Merci à tous ceux qui ont partagé. Dames, collaboratrices et tout ça. Nous vous donnons rendez-vous dans une quinzaine de minutes sur les mêmes plateaux, mais autour des conflits intercommunautaires au Mali. Merci.